marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Les deux berceaux de civilisation du monde. On ne comprendra jamais l'histoire de l'humanité sans distinguer deux berceaux primitifs, où la nature a façonné les instincts, les habitudes et les conceptions morales des deux fractions de cette humanité avant qu'elles ne se soient rencontrées, après une longue séparation datant de la préhistoire. Le premier de ces berceaux est la vallée du Nil. L'abondance des ressources de la vie et son caractère sédentaire vont engendrer chez l'homme, c'est-à-dire le nègre, une nature douce, idéaliste et généreuse, pacifique, imbue d'esprit de justice, gai. Toutes ces vertus étaient pour la plupart indispensables à la coexistence pacifique. Par la voie des exigences de la vie agricole, les conceptions telles que le patriarcat, le totémisme, l'organisation sociale la plus perfectionnée et la religion monothéiste naquirent. Par contre, la férocité de la nature dans les steppes eurasiatiques, l'infertilité de ces régions, l'ensemble des conditions matérielles dans ce berceau géographique forgeront chez l'homme les instincts nécessaires à son adaptation au milieu. Ici, la nature ne permet aucune illusion sur sa bonté. Elle est implacable et ne permet aucune négligence. L'homme tirera son pain quotidien à la sueur de son front. Il apprendra au cours de cette longue et pénible existence à compter sur ses propres moyens, ses propres possibilités. Il ne peut pas se payer le luxe de croire en un Dieu bienfaiteur qui lui prodiguerait avec abondance les moyens d'existence. Son esprit enfantera surtout des divinités maléfiques et cruelles, jalouses et rancunières comme Zeus, Yahvé. Tous les peuples de ce berceau, qu'ils soient blancs ou jaunes, auront l'esprit de conquête parce qu'ils auront tendance à s'évader de ce milieu hostile. Ils sont chassés en quelque sorte par le milieu. Il leur faut partir ou succomber, tenter de conquérir des milieux plus cléments. Dès qu'un premier contact avec le monde nègre méridional leur apprendra l'existence des pays où la vie est facile, les richesses abondantes, les techniques florissantes, les invasions ne s'arrêteront plus. Depuis 1450 avant Jésus-Christ jusqu'à Hitler, en passant par les barbares du IVe siècle, Gengis Khan, les Turcs, l'homme de ces régions est resté longtemps nomade. Il est cruel, tel qu'explique Tacite dans Mœurs des Germains. Le climat froid engendra le culte du feu qui reste vivace. Le nomadisme engendra l'incinération. On transportait ainsi dans de petites urnes les cendres de ses ancêtres. L'homme était le pilier d'une telle vie. Le rôle de la femme dans la vie économique était beaucoup plus réduit que dans les sociétés agricoles nègres. Le système de patriarcat réglera donc toute la vie des Indo-Européens. C'est pour cela que la participation de la femme aux affaires publiques sera plus tardive dans les sociétés européennes que dans les sociétés nègres. Si on trouve apparemment le contraire dans certaines parties de l'Afrique noire, c'est dû à la superposition de l'influence islamique. Les aïeux pour la patrie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, La prépondérance du berceau méridional et son évincement du berceau asiatique. Ce sont ces deux conceptions sociales qui se sont heurtées et superposées autour de la Méditerranée. C'est l'influence nègre qui a précédé celle des Indo-Européens. D'autres subissaient l'influence économique et culturelle des nègres. Parmi ces peuples, on peut citer la Grèce, l'Asie mineure, Troie, les Hittites, les Étrusques, la Gaule, les Germains et autres. C'est ce qui explique l'adoration des Vierges noires dont le culte survit aujourd'hui en France, comme Notre-Dame sous terre ou bien la Vierge noire de Chartres. Le nom même de la capitale France s'expliquerait par le culte d'Isis. En fait, comme le souligne Pierre Hubac dans Carthage, édition Bellinard à la page 170, il écrit, je le cite, « Le nom de Parisie pourrait bien signifier temple d'Isis, car il existait au bord du Nil une cité de ce nom. » Les premiers habitants de l'emplacement actuel de la ville de Paris, qui se sont battus contre César, portaient le nom de Parisis. Or, le culte d'Isis était très répandu en France, en particulier dans des temples d'Isis ou plus exactement des maisons d'Isis. Il y a aussi une grande ressemblance entre les langues bretonnes, galaises et africaines, et en l'occurrence la formation du singulier à partir du pluriel.
pluriel par le préfixe n en breton, gallois et valaf. Les Étrusques étaient fortement influencés par la culture égyptienne et ce sont eux qui ont apporté tous les éléments de la civilisation égyptienne sur la presqu'île italique, l'agriculture, les arts, la religion, l'art divinatoire et autres. Les Romains assimileront la substance de cette civilisation quand ils auront détruit les Étrusques tout en éliminant les éléments les plus étrangers à leur conception patriarcale eurasiatique. Malgré le vincement de la culture nègre du bassin septentrional de la Méditerranée, elle survivra sous d'autres formes. La louve romaine, par exemple, nous rappelle plutôt des pratiques du totémisme méridional nègre. Sabin semble contenir la racine Saba. Malgré les actes de vandalisme répétés depuis Cambyse, les Romains, les chrétiens du VIe siècle en Égypte, les Vandales, nous avons encore assez de documents pour rédiger l'histoire claire de l'humanité. L'Occident actuel est parfaitement conscient, mais il n'en a pas le courage intellectuel et moral. Au Mexique précolombien, le fait que les paysans étaient enterrés alors que les guerriers étaient incinérés peut s'expliquer à partir de la distinction faite ci-dessus des deux berceaux primitifs de l'humanité. Des peuples de race blanche venus par le nord et les peuples venus de l'Afrique par l'océan Atlantique se seraient rencontrés sur le continent américain et auraient fusionné progressivement pour donner la race plutôt jaune des Indiens. Dans le fond, lorsque les nazis disent que les Français sont des négroïdes, si nous écartons l'intention péjorative qui préside à de telles affirmations, elles restent historiquement fondées dans la mesure où elles font allusion à ces contacts de peuples à l'époque égéenne. Mais cela n'est pas seulement vrai des Français, cela est davantage des Espagnols, des Italiens, des Grecs et de toutes les populations dont on voudrait justifier la couleur moins blanche que celle des autres Européens par leur habitant méridional. La colonisation romaine n'a fait que supplanter la colonisation phénicienne en Italie d'abord, puis en Espagne et en Afrique par la destruction de Carthage. Carthage était l'une des dernières colonies phéniciennes fondées sur la côte d'Afrique en 822 par la reine Élissa du temps de Lycurgue en Grèce. Il s'ensuivit un métissage avec les races libyennes qui arrivèrent plus tard. D'ailleurs, le général Hannibal, qui a failli détruire Rome et qui passe pour l'un des plus grands chefs militaires de tous les temps, était un négroïde. Avec la défaite de la civilisation nègre, la Méditerranée septentrionale dominera désormais la Méditerranée méridionale. L'Europe dominera désormais l'Afrique jusqu'à nos jours. C'est par la victoire romaine sur Carthage que commenceront la pénétration et la domination de l'Europe sur l'Afrique. Cette domination s'est achevée à la fin du XIXe siècle. On ne saurait trop insister sur le rôle primordial joué par les nègres et les négroïdes à une époque où les races européennes étaient encore sauvages et tout juste aptes à la civilisation. Nous citons ici un passage de Lenormand. En passant, tous ceux qu'on est en train de citer, les grands penseurs qu'on cite, ce ne sont pas des nègres, ce sont des blancs eux-mêmes qui le disent. Lenormand, lui également, n'est pas africain, il n'est pas noir. Lenormand écrit, je le cite, « Mais il est mis pour les Phéniciens, ils en eurent partout, et ces comptoirs exercèrent une immense influence sur les différents pays où ils s'étaient établis. Tous devinrent le noyau de grandes cités, car les indigènes encore sauvages venaient rapidement se grouper autour de la factorerie phénicienne, attirés par les avantages qu'ils y trouvaient et par les séductions de la vie civilisée. Tous aussi furent des centres actifs de propagation de l'industrie et de la civilisation matérielle. Ici, on cite le Normand pour voir également l'influence phénicienne sur les peuples de l'Europe, du Sud. Avec la grandeur de la civilisation phénicienne, les indigènes sauvages peu à peu cherchent à pénétrer les secrets de fabrication des produits qui leur sont vendus, ce qu'ils finissent par réussir. Eugène Pitart fait une description des Carthaginois et conclut que plusieurs races cohabitaient à Carthage. Il souligne les caractéristiques de l'élite politique et religieuse qui est nègre ou négroïde. La prêtresse de Tanit ayant le plus magnifique sarcophage et présentait des caractéristiques négroïdes.
On dépense des millions pour aller creuser des tertres d'argile en Mésopotamie, dans l'espoir de trouver des documents permettant de placer avec certitude et une fois pour toutes le berceau des civilisations en Asie occidentale. Bien que ceux qui l'entreprennent nourrissent des espoirs très minces d'arriver un jour à leur fin, ils n'en continuent pas moins. Mais on évite de toucher les tombeaux phéniciens parce qu'il sera évident qu'on y découvrira des nègres. Nous étudions quelques civilisations pour voir l'apport des nègres dans ces civilisations. Nous commençons par l'Arabie et nous continuons toujours en citant le normand